Bonjour à toutes et à tous, Oudar Jordan, consultante PME chez SD Works. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle session. Alors, l'objet de cette session est ce qui occupe actuellement le plus les employeurs, l'emploi pendant et après la période du coronavirus. Alors, pour information, vous allez pouvoir poser toutes vos questions via la rubrique questions et mes collègues y prendront connaissance au fur et à mesure. Il faut savoir aussi que cette session est enregistrée et que vous allez recevoir dans le courant de la semaine l'enregistrement avec le PowerPoint. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le confinement dure maintenant presque depuis 2 mois. Le gouvernement a établi une stratégie pour en sortir. Cette stratégie, elle sera progressive, échelonnée en plusieurs phases qui s'accompagneront à chaque fois de nouvelles mesures. Donc, bien que certaines entreprises doivent encore rester fermées, d'autres peuvent progressivement reprendre leur activité, moyennant l'organisation du télétravail et la mise en place de mesures de distanciation sociale appropriées. Donc, ce redémarrage passe par différentes phases pour chacun, avec des modalités spécifiques à chaque situation. Alors, ce redémarrage se passe toujours différemment pour chacun, avec des modalités spécifiques. Certains auront plus de travail, d'autres moins. Donc, la question centrale, c'est à quoi ressemblera votre nouvelle normalité. Donc, c'est justement pour réfléchir avec vous à ce redémarrage que nous souhaitons en fait examiner certaines de ces mesures lors de cette session. Alors l'objectif aujourd'hui est de voir maintenant en fait concrètement comment on peut entrevoir le bout du tunnel. La stratégie de l'entreprise va faire suite à une stratégie économique et financière qui a été réfléchie depuis quelques jours ou en tout cas quelques semaines pour certains d'entre vous. Il faut savoir que le séminaire, la session d'aujourd'hui va être générale, mais il faudra faire attention secteur par secteur, réalité de terrain par réalité de terrain, parce que la réflexion peut fluctuer. Alors, avant de commencer par expliquer les différentes phases de cette session, on va peut-être commencer par un petit rappel au niveau des étapes du déconfinement. Donc, il faut savoir que avant le 4 mai, il y avait une fermeture obligatoire des restaurants, du secteur de l'événementiel, des magasins, des coiffeurs, esthéticiennes, etc. Et une ouverture obligatoire des secteurs vitaux et critiques. Il y avait également une fermeture possible de tous les services non essentiels où la distanciation sociale de 1,50 m ne pouvait pas être respectée et où le télétravail n'était pas possible. Donc ça, c'était vraiment avant le 4 mai. Il faut savoir que on a effectivement mis en place différentes phases. La première phase, c'est la phase 1 qui a débuté il y a une semaine, le 4 mai. Donc la première étape a été validée. Attention, vous savez également que avant chaque nouvelle étape, il faudra faire une analyse de la situation sanitaire de la Belgique avant qu'on puisse en fait passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Rien n'est fixé au niveau des délais. Donc la phase 1A, comme on l'appelle au niveau du 4 mai, c'est vraiment la réouverture des industries et des services B2B dans les conditions dont je vais parler maintenant, à savoir principe du télétravail, donc maintien du télétravail et distanciation sociale. Il y a aussi une réouverture des magasins, des merceries et des magasins de tissus. Donc ça, c'est vraiment pour le 4 mai. Alors, il y a quand même une nuance que je dois annoncer, c'est que avant le 4 mai, si vous ne pouviez garantir la distanciation sociale et donc les 1,50 m et que vous ne pouviez pas garantir le télétravail, vous deviez fermer. Là, il y a une nuance parce qu'à partir du 4 mai, maintenant, si vous ne pouvez pas garantir le respect de la distanciation sociale de 1,50 m en tant qu'entreprise non essentielle, vous allez pouvoir poursuivre les prestations de travail, mais vous allez devoir suivre les conditions du guide générique ou éventuellement du guide sectoriel si dans votre secteur il y en a un. Autre nuance également,
malgré la possibilité effectivement de rouvrir votre entreprise, vous avez toujours la possibilité de mettre vos travailleurs en chômage force majeure si vous avez une baisse des prestations de travail. Cette possibilité, elle est laissée jusqu'au 30 juin 2020. Donc jusqu'au 30 juin 2020, la procédure est simplifiée pour la mise en place du chômage force majeure. Ça, c'est important de le noter. Alors, le 11 mai, donc depuis hier, effectivement, il y a une réouverture de tous les commerces, sauf les coiffeurs et les esthéticiennes. Donc, il faudra respecter aussi des conditions strictes, mais on y reviendra plus dans la suite via le thème de Mensura. On va analyser les conditions. Alors, ensuite, la phase 2. La phase 2 a lieu normalement, si tout va bien, le 18 mai. Les professions de contact, c'est-à-dire les coiffeurs, les esthéticiennes, pourront reprendre leur travail. Donc ça, c'est vraiment la phase 2. Et la phase 3, le 8 juin, au plus tôt, peut-être au plus tard en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, c'est une phase que beaucoup de personnes attendent avec impatience. C'est la réouverture des bars et des restaurants, sous réserve en fait du respect des règles encore à définir avec précision. Alors, au niveau du fil rouge, c'est comme vous pouvez le constater, donc toute détente va de pair avec le respect des règles strictes. Donc, même si vous êtes un magasin et que vous êtes autorisé à ouvrir le 11 mai, si vous ne respectez pas les conditions de sécurité imposées, vous devrez quand même fermer lors d'un éventuel contrôle. Certaines de ces règles se trouvent dans le guide générique. Pour certains secteurs, cela se traduit également par un guide sectoriel. Donc, c'est également la raison pour laquelle on va donner la parole à Mensura plus tard dans la session. Donc, ça, c'est vraiment les différentes étapes au niveau du confinement. Passons maintenant dans le vif du sujet. Donc, il faut savoir qu'au cours de cette session, nous passerons en revue 3 types de mesures, du plus strict au plus souple, sachant qu'au niveau des 3 mesures, il y aura 3 intervenants différents. Donc, tout d'abord, je parlerai dans une première partie des questions plus juridiques relatives au coût, à la capacité, à la planification de votre travail et au temps de travail. Je donne ensuite la parole à Hélène Thierry de Mensura pour le bien-être et la sécurité, parce que chaque cas est différent, les priorités diffèrent. Notre partenaire Mensura a proposé une alternative précieuse, des guides de redémarrage par secteur. Vous y découvrirez comment reprendre le travail de manière sûre et saine grâce à des plans par étapes pratiques, des règles spécifiques, des conseils. Ensuite, dans un dernier temps, ma collègue Marielle Grégoire examinera les questions liées à la communication et à la motivation. Cela peut sembler moins important, mais la communication est un point essentiel. Votre personnel a été contraint de combiner télétravail et vie de famille. Certains ont été mis en chômage temporaire. Quelle que soit leur situation, beaucoup ont connu une période stressante. Le mieux est de sonder l'état d'esprit et l'engagement de vos collaborateurs. Il faudra donc être attentif à rassurer son personnel et à les informer sur les mesures de protection. Ma collègue y reviendra. On va maintenant passer à ma partie. Nous allons commencer par une série de questions essentielles. Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé ces questions. Alors, comment se porte votre chiffre d'affaires? Qu'en est-il de votre marge opérationnelle et vos liquidités? Est-ce qu'elles sont nécessaires pour surmonter le court terme, le long terme? Les exigences des clients, est-ce qu'elles ont changé? Comment cela se traduit au niveau de la charge de travail du personnel? De quelle capacité disposez-vous encore à court terme et à long terme? Est-ce que vous avez plus de travail, moins de travail? Comment se présente l'équilibre entre les frais de personnel et le chiffre d'affaires? Comment cela se traduit au niveau des mécanismes de la durée du temps de travail que vous utilisez dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des modifications à imposer? Est-ce que les compétences requises dans votre entreprise ont-elles dû changer? Est-ce qu'il y a des modifications de fonction? Donc, toutes ces questions sont essentielles et je suis sûre que c'est les questions que vous vous posez actuellement lors de la reprise du travail. Alors, vous souhaitez aussi peut-être progressivement diminuer le chômage temporaire ou vous envisagez de faire appel à des étudiants, à des travailleurs indépendants
ou, dans le pire des cas, et malheureusement, ce qui arrive de plus en plus fréquemment, vous devez vous séparer de certains collaborateurs. La planification du personnel sera alors capitale pour un redémarrage gérable de votre entreprise. Donc, comme vous le constatez, vous vous posez beaucoup de questions. Mais est-ce que vous vous posez ces questions uniquement pour le court terme? Donc, comment survivre pendant la période de coronavirus? Ou posez-vous ces questions aussi pour le futur, à long terme? Il est important de se poser ces questions à deux moments. Non seulement à court terme, et donc d'ici septembre-octobre, mais également à long terme, c'est-à-dire d'ici 2 à 3 ans. Si vous tenez compte de ce contexte, vous allez pouvoir prendre des décisions à court terme. En bref, la vision à long terme va influencer la vision à court terme et non l'inverse. C'est très important aussi de le mentionner. Alors, le délai d'aujourd'hui est trop court pour aborder toutes les pistes de réflexion, mais en voici quelques-unes. On va les examiner ensemble. Alors, au niveau des rapports et de la comparaison des coûts, comment les mesurer aujourd'hui et que mesurer? Je ne sais pas si vous connaissez les rapports SD Works, mais vous pouvez demander à votre conseiller gestionnaire payroll de vous les indiquer. Vous voulez vérifier les coûts de manière spécifique dans votre bibliothèque de reporting dans la paye, c'est possible. Et vous pouvez faire des comparaisons. Attention, n'oubliez pas de comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Par exemple, le rapport sur les salaires n'inclut pas les frais de location des véhicules. Le rapport comptable des comptes annuels le fait généralement. Donc, sachez que votre comptable et votre gestionnaire peuvent examiner avec vous les rapports les plus utiles pour votre comparaison. Ça, c'est un élément important. Un autre élément important, c'est aussi le fait que votre équipe de consultance peut vous aider pour tout ce qui est calcul de passif social ou d'indemnité de rupture. Éventuellement pour vous donner une idée du coût de votre personnel actuel et éventuellement, malheureusement, dans le cadre de licenciement. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est pouvoir comparer les coûts, que ça soit à court terme, mais également à long terme. Avoir une meilleure vision de votre personnel. Alors, un deuxième défi aussi qui pourra se poser en fonction de votre entreprise, c'est la modification du contenu d'une fonction ou éventuellement d'un horaire de travail. Je vais reprendre sous le même poste ces deux défis. Ne pas oublier que les règles de droit au sens strict n'ont pas été changées. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la période de coronavirus que vous allez pouvoir faire n'importe quoi. La règle de base est qu'il est interdit d'opérer une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, c'est-à-dire rémunération, fonction, lieu de travail ou horaire. Donc, il est vraiment interdit d'apporter une modification contractuelle à ces éléments, à savoir une modification apportée unilatéralement par l'employeur sur un élément essentiel du contrat de travail qui est une modification substantielle et sur une certaine période. Donc, si c'est le cas, vous pouvez le faire, mais alors qu'avec l'accord du travailleur, via la signature d'un avenant au contrat de travail. C'est important de le signaler. Qu'est-ce qui va se passer si vous l'imposez unilatéralement? Le travailleur peut alors prétendre qu'il s'agit d'une violation de son contrat de travail et vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir lui verser une indemnité de rupture. C'est ce qu'on appelle un acte équivalent à rupture. Alors, il s'agit vraiment du côté plus juridique. Passons maintenant dans un raisonnement plus RH, plus soft. Comment je vais faire passer ces modifications? Ce qui est important, c'est comment vous allez communiquer sur ces changements qui aura un impact. La manière dont vous allez communiquer ces informations. Il faut impliquer les travailleurs, les faire collaborer et communiquer sur les raisons de ce changement. Aidez-vous de procédure. Si un travailleur est mécontent, l'inspection pourrait y mettre son nez. Il est donc important de pouvoir justifier ces changements. Par exemple, via un plan d'action, un plan de communication et via la rédaction d'un avenant au contrat de travail à durée déterminée pendant effectivement la période de modification. Ça, c'est très important de le savoir. Passons maintenant sûrement à un autre de vos défis, c'est tout ce qui concerne la durée du temps de travail.
je vais analyser plusieurs situations, notamment au niveau de la flexibilité du temps de travail. Alors, vous avez certainement beaucoup de questions. Qui remettre au travail? Dans quelles conditions? Quel est l'impact sur votre business? Vous allez alors avoir potentiellement deux situations. Soit votre activité est réduite, soit vous avez beaucoup plus de travail. Alors, une première possibilité, c'est la mise en place d'horaires alternatifs. La petite flexibilité, comme on l'appelle, permet de faire face à des périodes de pointe par l'introduction d'un horaire d'heures de pointe, et ces horaires d'heures de pointe doivent ensuite être compensés par des horaires d'heures creuses, pendant en fait lesquelles les périodes de charge de travail sont réduites. De cette manière, la durée moyenne de travail est respectée sur une période de référence. Il y a donc des semaines où les travailleurs vont travailler plus et d'autres où ils vont travailler moins, mais sur l'année, on va respecter les 38 heures en moyenne. Alors, au niveau des dérogations aux horaires, elles sont fixées à un maximum 2 heures en plus ou en moins de la limite journalière, sans que la durée de travail journalière ne puisse excéder 9 heures. Ça, c'est ce qui est prévu au niveau légal. Et 5 heures en plus ou en moins de la limite hebdomadaire de l'horaire habituel, sans que la durée du travail hebdomadaire ne puisse excéder 45 heures. Prenons un exemple. Dans une entreprise où l'horaire de travail normal est de 38 heures, la durée du travail peut alors varier entre 33 heures et 43 heures, en fonction effectivement des périodes creuses et des périodes de plus forte activité. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que les heures prestées à l'intérieur de ces limites ne sont pas considérées comme du travail supplémentaire et donc ne font pas l'objet d'un sursalaire. Ce régime va pouvoir être adapté via une CCT d'entreprise ou via une modification du règlement de travail. Alors, toute une série d'informations doivent se trouver dans votre règlement de travail. C'est important de le mentionner. Alors, une autre possibilité, c'est la mise en place d'un nouveau régime de travail. Mais ce régime de travail est très dépendant de votre commission paritaire. Donc, c'est important de le mentionner que d'une commission paritaire à l'autre, il y a des modalités concrètes qu'il faudra appliquer. Par exemple, au niveau d'un nouveau régime de travail, on pourra donner, par exemple, on pourra faire effectuer un travail sur 3 jours ou 4 jours pour un travailleur à temps plein. On peut aussi envisager une grande flexibilité, c'est-à-dire fixer 11 heures par jour, voire 50 heures par semaine. On pourra aussi mettre en place du travail de nuit ou du travail en équipe successive. Tout ça est complexe à mettre en place et doit être fait via votre commission paritaire. Alors, c'est vraiment beaucoup plus complexe d'introduire un nouveau régime de travail que la petite flexibilité qui peut se faire via votre règlement de travail. Si vous désirez introduire un nouveau régime de travail avec du travail de nuit, il faudra voir s'il y a quelque chose qui a été négocié au niveau de votre secteur, au niveau de votre commission paritaire. À défaut d'accord au niveau sectoriel, il faudra envisager une négociation au sein de l'entreprise et, le cas échéant, la conclusion d'une convention collective de travail qu'il faudra envoyer au président de la commission paritaire. Donc, c'est quand même un point qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que la petite flexibilité. Alors, une autre alternative aussi qui peut être intéressant, c'est le glissement, la planification et le suivi numérique. Donc, par l'instauration d'un régime avec horaire flottant. Donc, le régime d'horaire flottant prévoit des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à disposition de l'employeur, et des périodes variables pendant lesquelles le travailleur peut librement choisir le début et la fin de sa journée de travail, mais dans certaines limites qui sont imposées par l'employeur via le règlement de travail. Ça peut être intéressant pour éviter que tous vos travailleurs arrivent en même temps sur le lieu de travail, pour éviter effectivement une contamination plus importante puisque l'ensemble des travailleurs se trouvent au même moment, au même endroit. Alors, une entreprise peut introduire ses horaires flottants via une CCT ou en modifiant le règlement de travail. Attention encore, certaines mentions doivent être prévues. Il est important d'avoir une vue claire du nombre d'heures que preste un travailleur occupé selon un horaire flottant, tant pour l'employeur que pour le travailleur.
Le travailleur est responsable du respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail. Il doit donc toujours en fait pouvoir vérifier le nombre d'heures prestées, au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail. C'est pourquoi toute entreprise qui souhaite instaurer un horaire flottant doit disposer d'un système de suivi du temps. Ça, c'est important de le savoir. Si vous voulez mettre en place des horaires flottants, vous devez avoir un système de suivi du temps. Sinon, en cas de contrôle au niveau de l'inspection, ça va poser problème. Alors ça, c'est vraiment le point au niveau des horaires flottants et au niveau de la planification des horaires. Passons maintenant au travail en équipe ou de nuit. Le travail en équipe successive ou de nuit, c'est un mode d'organisation du temps de travail selon lequel en fait les travailleurs sont occupés successivement sur un même poste de travail et qui entraîne pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée. Ça, c'est une possibilité, c'est les horaires successifs ou le travail de nuit. Alors, par exemple, ça va être plus parlant si je prends un exemple. Vous ne pouvez pas garantir la distanciation sociale à tous les employés. Ils travaillent habituellement simultanément de 9 heures à 17 heures. Il serait possible de les faire travailler en équipes successives, par exemple entre 6 heures et 13h55, et puis une autre équipe de 14 heures à 22 heures. L'avantage, c'est qu'il y a moins de croisements entre les travailleurs et donc moins de risques. Attention, c'est des informations générales. En fonction de votre commission paritaire, il faudra voir ce qui est prévu. Aussi, par rapport au travail de nuit, est-ce que le travail de nuit est autorisé? Est-ce qu'on doit mettre en place un nouveau régime de travail? Et donc, avec toute la procédure que j'ai déjà expliquée. Un autre exemple, par exemple, les commandes augmentent, mais les machines ne peuvent pas aller plus vite. Il y a donc une augmentation de la capacité de production, mais en divisant votre personnel existant en deux groupes et en le complétant éventuellement avec des travailleurs temporaires. Ça, c'est vraiment une possibilité. C'est le travail en équipe successive ou travail de nuit. Les modalités d'entrée sont différentes d'une commission paritaire à l'autre. Il est donc préférable de vérifier si votre commission paritaire le prévoit ou pas. Dans tous les cas, vous allez devoir modifier votre règlement de travail et prévoir les horaires. Vérifiez aussi si votre commission paritaire prévoit des primes d'équipe ou de nuit. Il y a aussi une condition d'exonération au niveau du précompte professionnel, mais dans des conditions très strictes. Je vais pas m'y attarder, mais sachez que ça existe. Alors, passons maintenant à un autre point qui est le télétravail. Le télétravail, il faut savoir que c'est de plus en plus important et on a constaté qu'avec le coronavirus, il y avait de plus en plus d'employeurs qui proposaient effectivement le télétravail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est important d'avoir une convention, si c'est du télétravail régulier, qui explicite les modalités concrètes du télétravail avec éventuellement le remboursement de frais. Si vous prévoyez du télétravail occasionnel, c'est un droit pour le travailleur, je vous conseille également de le prévoir dans votre règlement de travail avec les modalités concrètes de demande de télétravail occasionnel. De quelle façon le travailleur doit demander à son employeur pour faire du télétravail occasionnel et quels motifs peuvent être invoqués. Ça, c'est vraiment le télétravail. Passons maintenant au dernier point que je veux expliquer, où on est quand même réduit au niveau du temps, donc je dois effectivement faire le principal, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires volontaires donc, sont un moyen relativement simple de permettre rapidement de travailler davantage. Un travailleur va pouvoir prester des heures supplémentaires sur une base volontaire si l'employeur le propose. C'est important de le savoir que vous allez devoir aussi faire une convention avec le travailleur concerné indiquant qu'il est volontaire pour faire des heures supplémentaires volontaires. La loi sur le travail prévoit qu'un travailleur peut prester jusqu'à 100 heures supplémentaires volontaires par année civile. Une CCT numéro 129 y a ajouté 20 heures supplémentaires, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est avantageux financièrement pour l'employeur et le travailleur. L'employeur peut payer le salaire net pour les heures supplémentaires volontaires qu'un travailleur preste. Le salaire est exonéré de cotisations de sécurité sociale et le travailleur ne doit pas payer d'impôt sur le salaire gagné, ce qui est intéressant. Parce que normalement, le travailleur qui preste des heures supplémentaires volontaires va recevoir un sursalaire. Le supplément s'élève à 50% en semaine et à 100% si la prestation a lieu un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas des heures supplémentaires volontaires, l'employeur ne devra pas payer de sursalaire pour les heures supplémentaires volontaires qu'un travailleur preste. C'est ça qui est intéressant. Et alors, ce que je voudrais aussi ajouter sur ces heures supplémentaires volontaires, c'est que dans les secteurs critiques, en plus de ces 100 heures supplémentaires volontaires, un travailleur peut prester jusqu'à 120 heures supplémentaires volontaires du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus. Et ce contingent additionnel de 120 heures supplémentaires peut être utilisé avant que le contingent de base de 100 heures supplémentaires ne soit épuisé. Donc, c'est important de le savoir que vous avez aussi ce système qui permet en fait de faire travailler davantage vos travailleurs sans modifier leur contrat de travail. C'est vraiment sur base volontaire via la signature d'une convention individuelle avec le travailleur en question. Donc ça, c'est toutes des questions liées justement aux défis et aux questions essentielles que vous vous posez. On a essayé d'y apporter une réponse, sachant que ce sont des réponses plutôt générales et que chaque cas doit être analysé au cas par cas. Alors, maintenant, passons peut-être à des affirmations ou des questions par rapport à des questions que vous vous posez. Est-ce que vous envisagez justement d'intervenir au niveau du coût salarial à court terme ou à long terme? Est-ce que vous envisagez des licenciements? Envisagez-vous des modifications de rôle, de fonction, d'horaire? Est-ce que vous envisagez l'instauration d'une flexibilité au niveau de la durée du temps de travail? Ou faites-vous du télétravail et souhaitez-vous continuer à l'appliquer? Marielle, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Voilà, je vais mettre mon micro, vous m'entendrez mieux comme ça. Je n'ai pas de questions, Jordan, jusqu'à présent pour toi. J'ai eu une personne qui m'a posé une question, mais qui était plutôt orientée vers les services, notamment proposés par Hélène chez Mensura au niveau de la D'accord. sécurité. À ce stade, je n'ai pas de questions liées à l'organisation juridique. Elles arriveront peut-être un peu plus Peut-être tard. après, c'est On pas va voir grave. avec le timing si on a du temps de les traiter. On les traitera alors à la fin de nos trois Oui. parties. Alors. D'accord, on va faire comme ça. Ben, je vais donner alors maintenant la parole aux collègues de Mensura pour discuter des mesures que vous pouvez prendre si le télétravail n'est pas une option. Ok, merci Jordan. Bien, alors pour faciliter la vie aux entreprises dans le redémarrage de leur activité, Mensura a mis à disposition non seulement de ses clients, mais de n'importe qui va sur le site, des guides de redémarrage. Et quand je dis des guides, c'est parce que nous aussi, on a décliné des guides en fonction de certains secteurs. Donc, il y a d'abord des guides généraux, un guide général, pardon, et puis vous trouverez, si vous allez sur le site, un guide spécifique pour le secteur de la construction, par exemple, pour les titres-services, pour les commerces de détail, la logistique. Il y en aura encore un en préparation pour l'ORECA. Donc, en fonction de l'activité que vous allez, vous allez cliquer sur le bon guide et comme ça, vous aurez des éléments spécifiques à votre métier. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, mon but n'est pas de tracer l'entièreté de ces guides parce qu'ils sont assez fournis, il y a énormément de documents et de choses intéressantes à y trouver. Donc je vais vous expliquer un peu comment il est conçu, donc la philosophie du guide pour vous y retrouver plus facilement. Donc la trame de ce guide, d'abord, il a été constitué en 5 étapes évolutives, en ce compris le fait de suivre après avoir mis en place un certain nombre de choses. Donc, on va boucler la boucle, si vous voulez, la mise en place, le fait de le faire vivre le premier jour, et puis voir un peu comment ça évolue, et en fonction par exemple, des informations qui sont données par le CNS, pour voir un peu comment évoluent les choses. Alors, le but, c'est de évidemment respecter les aspects légaux, mais surtout de gérer l'aspect santé physique et mentale de vos travailleurs pour que ça se passe au mieux au niveau de la reprise. Alors, quand on parle de première étape, je pense que la première chose à faire, c'est, comme vous voyez sur le slide, on vous réfère à un certain nombre de sites officiels. Et ce n'est pas par hasard qu'on vous met des sites officiels parce que on regorge d'informations et peut-être un peu trop. Et donc, on s'y perd un peu. Et je pense qu'en tant que responsable d'entreprise, il est vraiment important de se faire un focus sur des choses qui sont vraiment sûres, qui ont été vérifiées et pas d'informations fantaisistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous envoie au niveau du site général sur les sites qui sont ici. Maintenant, en fonction de vos secteurs, on vous renvoie bien entendu sur vos secteurs d'activité.
Slide suivant. Merci. Alors, une chose importante aussi pour redémarrer, c'est de mettre quelqu'un à disposition du suivi de cette actualisation. Donc, c'est-à-dire que nous, on recommande vraiment d'avoir un coordinateur coronavirus. Donc, ça va être une personne qui va avoir deux rôles essentiels. Le premier, c'est de se tenir au courant de toute l'évolution. Et ce n'est pas une mince affaire, comme on peut le voir, puisque en fonction de ce que le CNS sort comme information, il y a lieu de se remettre à la page. Et donc, il faut suivre ces informations qui ont des impacts sur votre vie d'entreprise. Donc, c'est prendre ces informations et puis, une fois qu'on les a digérées, les faire redescendre au niveau non seulement de la ligne hiérarchique, mais au niveau des travailleurs. Ça, c'est le premier boulot. Le deuxième boulot aussi que ce coordinateur aura, c'est aussi de récupérer l'information du bas vers le haut, parce qu'effectivement, ça doit vivre en entreprise et ce n'est pas toujours simple. Donc, de vivre comment ça se passe dans l'entreprise au niveau des travailleurs. Ils vont venir vers vous, en l'occurrence vers les coordinateurs, pour voir comment on peut améliorer les choses et donc revenir avec des informations peut-être qui sont tout à fait judicieuses et dont vous pourrez tenir compte pour améliorer la situation. Donc, redémarrer, prendre connaissance des informations et gérer avec un coordinateur coronavirus. Dans la première partie de notre guide, à ce niveau aussi, vous allez trouver toute une série de posters, d'affiches. Moi, je pense par exemple à l'hygiène des mains, à la notion de télétravail, à la distanciation sociale. Donc, il y a toute une série de documents très pratico-pratiques à apposer dans vos entreprises qui permettent de faire en sorte que vos travailleurs soient en tout cas informés des choses majeures. C'est en général ce que le SPF voit en premier s'il fait une petite visite chez vous, c'est évidemment de voir ce que visuellement vous avez pu mettre au sein de votre entreprise. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, Jordan, merci. Donc, c'est de faire en sorte que vos lieux de travail soient conformes. Alors, avant de prendre quelques exemples de mise en situation, je pense qu'il faut être très conscient que cette partie-là est sous-tendue par un élément dont l'inspection parle très souvent quand elle fait les visites en entreprise, c'est cette fameuse analyse de risque coronavirus. Donc, évidemment, analyse de risque, ça peut faire peur à certains puisqu'ils ne sont peut-être pas familiarisés avec ces aspects des choses, mais le risque, on le connaît tous puisque c'est le coronavirus, il est déjà identifié, on sait comment il se propage, et donc le principe, c'est de dire, bon, on a ce coronavirus, on sait comment il se transfère, soit de façon indirecte, soit directe, comment peut-on le gérer? Et la question qu'il faut se poser, c'est comment proposer des mesures, les meilleures mesures possibles. Alors, dans la hiérarchie des mesures que l'on peut appliquer, la meilleure, c'est évidemment d'éliminer le coronavirus, mais je n'ai pas cette faculté-là, donc on va évidemment passer à côté de ça, malheureusement pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas ni vaccin, ni médicaments, donc c'est la raison pour laquelle personne ne peut ignorer ce risque. Hormis cet aspect-là, eh bien, que peut-on faire? Alors, si on va de la meilleure situation à la moins bonne situation, on commencera par éviter de se voir. Autrement dit, on va favoriser le travail en télétravail. Alors, c'est facile à dire. Le principe de l'analyse de risque, c'est de se dire, pour toutes les fonctions, pour toutes les tâches qu'on effectue, est-ce que je réfléchis bien à la manière de procéder? Est-ce que je peux imaginer de travailler autrement qu'en présentiel? Ça, c'est la première question à se poser. Si la réponse est oui, on télétravaille. Si la réponse est non, on passe à la case suivante. La case suivante, tout le monde la connaît maintenant aussi, c'est la distanciation sociale. Donc, si on ne sait pas télétravailler, on va privilégier la distanciation sociale d'au moins 1,50 m, que ce soit à l'intérieur de nos locaux ou à l'extérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on est mieux loti. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va associer à cette mesure-là le fait d'avoir une hygiène des mains irréprochable. C'est la raison pour laquelle, dans la mesure suivante, qui est effectivement l'hygiène, il faut effectivement mettre à disposition des travailleurs de quoi se laver les mains. Alors, en priorité, l'eau et le savon, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut le savoir. Donc ça, c'est si on se lave correctement les mains selon les petites affiches que l'on met à disposition, on est à 100% de l'objectif atteint, c'est-à-dire qu'on a effectivement des mains qui sont parfaites au niveau de l'hygiène. Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, c'est très bien, mais c'est un peu moins probant puisqu'on dit qu'à peu près 70% est atteint par rapport à cette technique-là. Donc, si on peut prendre de l'eau et du savon, on prend l'eau et du savon. En quatrième position, si on n'a pas les moyens de faire de la distanciation sociale, alors seulement on portera les masques.
Et donc, je sais que souvent, les gens passent directement à ce port de masque qui, quelque part, est soi-disant la solution magique. Ce n'est pas la solution magique puisque, pour rappel, quand on porte un masque, on ne se protège pas soi-même, mais bien les autres. Donc, si vous portez un masque, si la personne en face de vous ne la porte pas, de toute façon, ce n'est pas impeccable. Si elle le porte mal, ce n'est pas impeccable. Si le masque est humide, ce n'est pas impeccable. Donc, il y a des tas de solutions qui ne sont pas des bonnes solutions. Donc, je répète, bien vérifier la hiérarchie des mesures, éliminer les risques pas possibles, on télétravaille, on respecte les distances, on respecte l'hygiène, et puis seulement on porte les masques pour pouvoir circuler, par exemple, dans les transports en commun, où là, il est impossible de gérer la distanciation sociale. Il y a une chose intermédiaire, dont on parle un petit peu moins, c'est ce qu'on appelle la protection collective. Donc, par exemple, les plexiglas qu'on voit apparaître à gauche, à droite, c'est déjà mieux qu'un masque, puisqu'en fait, de façon collective, on arrive à gérer la prévention du risque corona. Voilà, ça c'est pour la logique. Maintenant, vous voyez apparaître sur le slide qu'on vient de mettre, c'est pas qu'une seule chose à faire. Donc ici, je vais prendre des choses pratico-pratiques. Quand on parle d'amélioration dans les lieux de travail, on voit apparaître, par exemple, des aménagements avec des marquages au sol. C'est physiquement, on met des scotch, par exemple, devant la pointeuse. On met des scotch là où les chefs doivent se positionner. On enlève des chaises. On barre la route. On fait des sens de circulation uniques ou on met des sens prioritaires. Donc tout ça, c'est des choses très, très, très visuelles. On bloque des portes, pas des portes évidemment en sécurité, ça c'est impossible. C'est la raison pour laquelle on donne toujours l'information qu'il faut que le service de prévention interne ou le service externe donne quand même un avis par rapport à ce que vous avez mis en place, parce qu'il ne faut pas remplacer un risque par quelque chose qui est aussi risqué. Donc, si jamais il y a le feu chez vous et que toutes vos portes sont bloquées, ça ne va pas aller non plus. Donc, il faut quand même gérer les risques les uns avec les autres. Ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà pour les lieux de travail. Et donc, ici, on insiste aussi, non seulement il faut des choses techniques, donc visuelles, mais il faut aussi faire en sorte de garantir la santé des collaborateurs. Donc, le premier élément, c'est pour garantir le fait qu'il n'y ait pas de propagation. La deuxième chose, c'est voir comment évolue la santé de vos travailleurs. Alors, quand je parle de santé des travailleurs, il y a deux aspects. Donc, effectivement, c'est le symptôme, si vous voyez quelqu'un qui a des symptômes qui sont la fièvre, le fait de tousser, d'être essoufflé, etc., il ne faut pas attendre longtemps, il faut vraiment être très clair. Une personne qui se manifeste au travail et qui a des symptômes comme ceux-là, est priée de rentrer chez elle et de contacter son médecin au plus rapide pour pouvoir prendre en charge la personne malade. N'oubliez pas aussi que quelqu'un qui est malade dans le lieu de travail, ça va avoir des impacts directement sur les travailleurs qui sont autour de cette personne-là, puisqu'il y a un phénomène, je vais dire, d'anxiété tout à fait naturel qui va se marquer, puisque j'ai été en contact avec cette personne, ça fait 2 jours que je travaille avec elle, elle était sans doute malade avant, je ne l'ai pas constaté, etc. Est-ce que moi j'ai un risque? Et donc vous avez toute une période de gens qui vont être stressés tout à fait naturellement par ce phénomène. Donc bien veiller à rassurer les gens, en fait que si une personne est malade, bien, il est tout à fait naturel de repartir chez soi pour pouvoir se faire soigner directement. Parallèlement à ça, il faut aussi veiller au bien-être psychosocial. Je sais que Marielle en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je vais quand même déjà un peu aborder le sujet parce que au niveau psychosocial, personnellement, moi je travaille dans les entreprises, je n'ai pas arrêté de travailler dans les entreprises, donc j'ai pu voir l'évolution des gens au milieu du travail et on a à peu près toutes les réactions de celui qui n'a encore rien compris au coronavirus. Je sais que ça a l'air bizarre, mais il y a encore des gens qui n'ont pas compris. La majorité a compris et c'est très très bien. Et puis il y a aussi toute une série de gens qui sont hyper stressés à l'idée de recommencer. Alors en tant que chef d'entreprise, il ne nous appartient pas de juger de la manière de réagir par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas, il faut vraiment être très précautionneux par rapport à la manière d'agir, par rapport à tous ces genres de réactions. Les deux extrêmes sont très dangereux parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a rien compris, c'est un danger pour les autres, évidemment. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à comprendre que dans le milieu du travail, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre les gens en danger. Et donc, c'est clair qu'il faut suivre les précautions qui ont été demandées et donc suivre les procédures et les informations qui ont été données par vous, en l'occurrence, au début de votre reprise.
Il faut aussi prendre beaucoup d'attention pour ceux qui, au contraire, sont extrêmement stressés et qui, à la limite, n'envisagent même pas de venir travailler parce qu'ils s'imaginent que dès qu'ils vont venir travailler, ça va être une catastrophe. Donc, il faut les rassurer et bien mettre en exergue ce qui a été mis en place pour justement éviter la contamination. Donc, c'est vraiment un travail d'information continue et peut-être que ce sera peut-être en plusieurs jours et pas nécessairement uniquement le premier jour. Donc voilà, pour cette deuxième étape, effectivement, mettre en conformité vos lieux de travail et être attentif à l'état de santé mentale et physique de vos travailleurs. Alors, troisième étape dans le guide, c'est de communiquer avant le jour de la reprise. Alors, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites. Je pense que c'est un peu... Oui, voilà. Donc, c'est clair que la meilleure chose à faire, c'est que tout soit donné, évidemment, avant de recommencer à travailler. Maintenant, on est déjà un peu dans cette période transitoire, puisque certains d'entre vous ont déjà recommencé à travailler. Mensura a développé un e-learning gratuit à destination des travailleurs. C'est un e-learning qui dure à peu près 15-20 minutes. Son but, c'est évidemment de donner des aspects explicatifs sur le coronavirus et la manière de se protéger. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous apprend à bien gérer, mais aussi à vous tester. Donc, c'est-à-dire que ces deux parties, ça vous permet de voir, tiens, j'ai bien compris ce qu'on m'a demandé. Donc, quelque part, je suis prêt à reprendre parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Ou au contraire, je n'ai pas tout à fait bien géré. Et donc, j'ai des corrections qui se montrent à l'écran, ce qui me permet d'apprendre en même temps que je me corrige. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant à faire avant la reprise ou même encore maintenant. De toute façon, c'est toujours valable. Alors, avec cette information aux travailleurs, moi, je mettrai encore deux petites choses. Vous avez à votre disposition aussi une petite vidéo concernant le port du masque pour bien le porter et éviter d'avoir un masque trop petit, par exemple, ou mal mis sur le visage. On voit plein de gens qui l'utilisent, mais en mettant en dessous du nez ou pas bien en dessous du menton. Il y a une petite vidéo qui reprend en 2 minutes comment utiliser correctement son masque et comment bien l'enlever aussi, parce que si on l'enlève mal, le coronavirus, entre guillemets, va aussi. On va avoir à nouveau des contaminations, ça, c'est pas la bonne idée. Donc, effectivement, bien le mettre, bien l'enlever. Et on a aussi une petite vidéo qui va rejoindre, à mon avis, le thème de Marielle, qui est sur le stress lié au coronavirus, qui explique pourquoi on a ce phénomène d'anxiété et comment pouvoir être rassuré tant que faire se peut et pouvoir peut-être faire appel, le cas échéant, à d'autres personnes plus qualifiées. Voilà pour la partie 2. Donc, informer, c'est aussi informer, enfin, la partie correspondant à l'information, pardon. Donc, informer, c'est informer ces travailleurs, évidemment, mais aussi informer toute une série de gens qui tournent autour de votre entreprise. Et donc, à qui fais-je référence? Forcément, vos fournisseurs, vos consultants, vos visiteurs. En ce qui les concerne, vous avez, pour les fournisseurs, les personnes qui viennent régulièrement chez vous, je pense que ça vaut la peine d'envoyer un petit message avec les procédures que vous avez mis en place pour pouvoir gérer le coronavirus et donc leur envoyer avant qu'ils ne viennent vous fournir, par exemple. Et puis, vous devez aussi faire un rappel à l'entrée de votre bâtiment pour que ce soit clair pour les personnes qui arrivent. C'est, par exemple, si vous entrez dans notre bâtiment et que vous voyez qu'il y a déjà X personnes dans le bâtiment, vous devez ressortir parce que le bâtiment est conçu pour recevoir 3 personnes à la fois. Si vous êtes le 4e, veuillez attendre à l'extérieur, par exemple. Donc, ce sont des informations. Vous avez des petites affiches aussi dans notre guide qui permettent de dire, voilà, telle et telle procédure vous permettent de gérer l'information pour les travailleurs et pour les personnes externes à votre travail. Dans le guide, l'étape 2 et l'étape 3, pour moi, vous permettent d'être complètement en ordre par rapport aux aspects légaux. Et quand je dis aspects légaux, c'est si le SPF fait une visite chez vous et qui vient faire son checklist coronavirus, eh bien, l'étape 2 du guide et l'étape 3 du guide vous permettent d'être en ordre, puisque c'est des aspects techniques et assez visuels, comme vous l'aurez compris. Donc, ça, c'est pour le côté, je vais dire, loi. Mais il n'y a pas que la loi. Il y a aussi le fait que pour que l'entreprise fonctionne, il faut que tout le monde soit là. Et donc, 4e étape, c'est la journée de démarrage.
Alors, la journée de démarrage, effectivement, il faut prendre du temps. Il faut laisser du temps au temps. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir reprendre ses activités comme si de rien n'était et qu'on va pouvoir produire à 100% comme avant tout de suite. Ça semble tout à fait illusoire. Donc, il faut prendre du temps au temps pour une chose. D'abord, c'est bien vérifier que tout le monde a bien pris connaissance des informations que vous aurez au préalable envoyées aux travailleurs. Donc, si ce n'est pas fait, il faut retaper sur le clou et peut-être effectivement repasser en revue quelques affiches, quelques procédures pour être sûr que tout le monde est bien avec la bonne information que vous comptiez donner. Je pense aussi qu'il faut accorder une importance particulière aux dirigeants, donc c'est-à-dire à votre ligne hiérarchique, parce que la ligne hiérarchique, c'est elle qui va avoir le travail, difficile d'ailleurs, mais de vérifier que vos procédures sont bien suivies. Donc, c'est un travail ingrat déjà en temps normal, mais ici, ça va être particulièrement ingrat parce qu'il va falloir, enfin, c'est une question qui est vraiment difficile à gérer. Donc, c'est clair que la ligne hiérarchique, non seulement avoir bien compris comment ça se passait, mais être armée pour pouvoir peut-être reprendre quelqu'un qui ne suit pas parfaitement les mesures. Alors, je pense qu'il ne faut pas être incisif tout de suite, il faut être progressif, surtout au début. Il faut en parler, il faut savoir peut-être qu'il y a une raison pour lesquelles les gens n'ont pas compris et avoir un discours avec les personnes qui permettent d'amener les personnes à adapter les procédures correctement. Il faut aussi accorder du temps, mais ça je pense que ça va de soi, c'est du temps pour ces gens qui ont effectivement un sentiment d'inquiétude important. Donc là, le chef d'entreprise, la ligne hiérarchique ont un rôle majeur à jouer parce qu'il va falloir rassurer les gens, peut-être revenir sur ces mesures qui ont été mises en place. C'est un rôle de modèle aussi pour la ligne hiérarchique, pour l'employeur, que de montrer aussi comment il faut faire les choses pour rassurer les gens au mieux. Alors, on peut aussi, s'il s'avère que c'est un peu plus compliqué que prévu et qu'on a besoin d'externes, il y a toute une série de gens qui peuvent vous aider. Alors, en interne, je l'ai dit, le référent Covid-19, c'est une personne clé pour pouvoir répondre aux questions, mais parfois ça ne suffit pas. Vous avez au sein de vos entreprises, dans les entreprises qui ont plus de 20 travailleurs, un conseiller en prévention interne. En dessous de 20 travailleurs, c'est l'employeur qui joue lui-même le rôle, mais effectivement, le service interne de l'entreprise a un rôle important à jouer pour expliquer et pour valider aussi toutes ces procédures que vous allez mettre en place. Si vous voulez aussi, vous pouvez passer par votre service externe qui est là aussi pour vous aider à valider les procédures et rassurer aussi les gens par ce biais-là. Et vous avez aussi l'intervention du médecin du travail, voire du psychologue en fonction des besoins que vous aurez. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'afficher aussi de manière claire les références des noms des gens qui peuvent venir en aide de vos travailleurs qui seraient en difficulté. Ça vous permet de donner les références et donc comme ça, ils peuvent prendre contact, je vais dire de façon tout à fait autonome, sans passer par la ligne hiérarchique ou l'employeur. Puis enfin, la dernière étape, parce qu'effectivement, une entreprise, ça vit. La théorie, c'est bien, mais quand on voit comment ça se passe, c'est pas toujours évident de s'assurer qu'on a parfaitement mis en place les choses. Et donc, il faut laisser du temps au temps pour qu'on puisse boucler la boucle et voir si on doit rectifier le tir. Voilà le dernier slide. Merci. Et donc, il faut vraiment rassurer les gens, enfin, en tout cas la ligne hiérarchique, pour le fait qu'il faut faire du feedback, peut-être les aider à faire un feedback de manière constructive envers les collègues qui ne suivraient pas toutes les prescriptions. Il faut continuer à communiquer les mises à jour via peut-être soit l'employeur, la ligne hiérarchique ou le responsable du coronavirus au sein de notre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, faire descendre les nouveautés, mais aussi remonter les informations qui remonteraient des travailleurs. Et puis, dernière chose évidemment, tenir compte des contaminations. Alors, pour l'avoir vécu moi-même en entreprise, parce que certaines entreprises ont continué et donc ont vu la courbe du coronavirus monter. Maintenant, on est en stade descendante, mais à l'époque, c'était dans l'autre sens. Au début, on avait pris des mesures et donc il a fallu évidemment adapter au fur et à mesure de ce qui se passait. Et ce qui a fait le plus bouger les choses, c'est lorsqu'on a eu quelqu'un qui avait le coronavirus dans l'entreprise. Donc là, c'est le branle-bas de combat. Il y a des réactions très, très, très fortes dans les travailleurs et c'est tout à fait normal. Donc là, on doit adapter les mesures et peut-être renforcer les mesures. Donc ici, dans le cas que je connaissais, on a commencé à travailler avec la distanciation sociale et puis après, on a dû passer au port du masque parce qu'on se rendait compte que c'était très difficile vu qu'il y avait du travail dans les ateliers
Et dans les ateliers, c'est très compliqué de garder la distance tout le temps. C'est quand on est concentré sur son travail, on ne sait pas faire deux choses à la fois. Et donc, effectivement, vérifier qu'on est à 1,50 m et en même temps suivre son boulot, ce n'est pas toujours simple. Donc, par défaut, dans les ateliers, en tout cas, on a mis les masques et depuis, les gens sont un peu plus sereins. Alors, en guise de conclusion, pour ma part, je pense qu'il y a deux axes vraiment importants dans la démarche que je viens de vous proposer. La première, c'est une démarche technique, puisque vous l'aurez compris, l'étape 2 et l'étape 3 sont vraiment des choses pratico-pratiques. Donc, effectivement, on sera en ordre aux yeux de la loi si le matériel, les marquages, on a du gel hydroalcoolique, on a les moyens de se laver les mains, on a mis tout en place dans les vestiaires et dans les réfectoires. Tout ça, c'est du matériel. On pourra donc prouver matériellement que la contamination est au mieux gérée et donc on aura moins de chances, enfin de malchance plutôt en l'occurrence, d'avoir la maladie. Ça, c'est un élément important. Pour information, l'inspection actuellement fait pas mal de contrôles, on le voit sur des reportages. On dit qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne sont pas conformes, mais rassurez-vous, pour notre part, on a pas mal de visites aussi et nous, les retours sont assez positifs. La plupart des entreprises font beaucoup d'efforts pour mettre en place les éléments dont j'ai parlé. Par contre, ils reviennent assez souvent sur la notion d'analyse de risque. Donc, le SPF, en général, laisse un peu de temps quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, évidemment, ils ne vont pas attendre 3 semaines, hein, ça c'est clair. C'est assez urgent parce qu'en général, ça se fait. En général, c'est un travailleur qui a demandé que le SPF passe. Donc, voilà, il y a un suivi, bien sûr, derrière ça. Mais en règle générale, ça tourne surtout autour de l'analyse de risque. Et l'analyse de risque, c'est le point 2 et le point 3 que je vous ai montré tout à l'heure qui permettent de résoudre cet aspect-là des choses. Ça, c'est pour l'aspect technique, c'est le premier axe de la démarche qu'on peut voir. Et le deuxième axe, c'est l'humain, parce que je pense que sans écoute, sans concertation sociale, on va peut-être ouvrir demain, mais peut-être qu'on aura de l'absentéisme, peut-être qu'on aura des problèmes qui vont faire que la production va ralentir et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Donc, il vaut mieux viser, je vais dire, une reprise continue et linéaire plutôt que de vouloir aller à 100% dès le départ et oublier l'humain derrière ça. Et à ce moment-là, on se retrouve avec d'autres problèmes qui vont faire qu'on va faire marche arrière. Et ça, c'est toujours moche de faire marche arrière. Il vaut mieux progresser linéairement que de vouloir revenir en arrière. Voilà. Pour ma part, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si Marielle a des questions. Alors, voilà, j'ai quelques questions pour toi, Hélène, mais je pense aussi qu'il y en a une qui est plutôt spécifique pour Jordan. J'ai d'abord des questions, Hélène, sur où se trouvent toutes ces informations sur le site de Mensura et une autre qui est dans la même lignée. Est-ce que cet e-learning est disponible pour tous et où peut-on le trouver? Alors, donc ça c'est sur le site de Mensura, vous faites simplement www.mensura.be. Vous allez tomber sur la première page et directement, il y a un petit encart avec une flèche, les liens vers les guides de redémarrage. C'est la première chose que vous allez voir en haut à gauche. Il y a un banner qui mentionne les guides pratiques. D'accord? Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Il ne faut pas être affilié à Mensura pour y aller. C'est gratuit, à disposition. Il ne faut pas encoder un numéro spécifique, donc il n'y a pas de problème pour ça. La même chose pour l'e-learning, parce que dans l'e-learning se situe justement dans la partie information, donc la partie 3. Si vous ouvrez la partie 3, vous allez directement tomber sur un petit banner qui mentionne « Utiliser l'e-learning gratuit de Mensura ». Vous cliquez dessus, vous allez être inscrit, on va vous donner un petit numéro et vous allez pouvoir vous y rentrer dedans, en fait. Tout est à disposition. Super, merci Hélène. Alors, une question, je pense que tu y as déjà répondu en partie, mais voilà, on peut de nouveau recréer un débat parce que je pense qu'on va tous être confrontés à cette question. Que pouvons-nous faire si les collaborateurs ne suivent pas la distanciation sociale, ne respectent pas le port du masque, malgré le fait qu'on le répète à de nombreuses reprises? Alors, je vais, à mon avis, être avec Jordan. Oui, c'est ça. Oui. La partie, c'est une association sur ce coup-là. Donc, la première chose, c'est qu'il faut vraiment, on dit toujours, pour pouvoir faire de la sanction, parce que c'est de ça qu'on parle, il faut que ce soit vraiment clair et que c'était bien compris. Donc, quand je dis clair et bien compris, c'est important, les deux notions,
Parce qu'il ne suffit pas de balancer une information sur un affichage et se dire « ça va, j'ai fait mon job ». Non, c'est pour ça qu'il faut vérifier que la personne a bien compris. Une fois que c'est bien compris, qu'on en est sûr, alors à ce moment-là, on peut revenir vers elle avec une reprise, c'est-à-dire de respécifier les choses. Et bon, je vais faire un parallélisme avec d'autres cas. Si par exemple, vous ne portez pas vos protections individuelles, c'est la même chose. Vous avez prévu en principe dans votre règlement de travail des sanctions. Alors, la différence ici, c'est que les sanctions par rapport au coronavirus, elles n'existent pas vraiment, puisque c'est quelque chose en plus. Et je dirais que dans les procédures, il faut peut-être prévoir cette partie-là en disant, à la une, on en parle tranquillement et on est gentil. À la 2, on fait effectivement une remarque un peu plus incisive avec peut-être un mot dans un dossier, par exemple. Et à la 3, on prévoit autre chose. Et donc là, je passe la main à Jordan. Oui, effectivement. En fonction de où on va mettre les instructions, on pourra sanctionner le travailleur sur base du règlement de travail. Donc, c'est un avertissement généralement verbal. Et si ça devait se reproduire, alors un avertissement écrit, je conseille par courrier recommandé, en indiquant alors qu'on a déjà fait un avertissement verbal en date due et que force est de constater qu'il a encore effectivement pas respecté les mesures de sécurité et que s'il ne respecte toujours pas les mesures de sécurité, des sanctions plus sévères pourraient être reprises, comme un licenciement éventuel. On va toujours rester, voilà, le licenciement, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, dans un premier temps, avertir verbalement et puis envoyer un courrier recommandé. Ok, super. Il faut aussi Oui, insister aussi beaucoup qu'il y a le danger qu'on prend pour soi-même, mais il y a aussi le danger qu'on prend pour les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est plus d'ordre psychologique, je vais dire, mais effectivement, si on veut être un peu kamikaze pour soi-même, je n'en jugerai pas, c'est pas le propos, mais kamikaze pour les autres, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt criminel, en fait. C'est ça un petit peu la différence. Donc, il faut quand même que les gens comprennent que c'est essentiellement aussi pour les autres qu'on le fait. merci. Alors, une question certainement pour Jordan qui couvre tout un débat très vaste, donc tu essaieras d'y répondre parce qu'on peut, à mon avis, alors là, encore s'entendre pendant 2 heures, mais au niveau des licenciements, pourrions-nous, me demande une cliente, utiliser le motif Covid-19 manque de travail? Y aura-t-il des aides? Comme motif de licenciement? Voilà, oui. Est-ce que le motif Covid-19 manque de travail, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Et est-ce qu'il y aura des aides dans ce cadre? Alors, au niveau des aides, ça, on ne sait pas encore, certainement, peut-être. Donc ça, il faudrait voir avec le gouvernement. Mais le principe de base reste le même qu'un licenciement classique, à savoir que normalement, depuis donc avril 2014, les travailleurs peuvent demander les motifs concrets qui ont conduit à leur licenciement. Et donc, en cas de demande, si le travailleur a plus de 6 mois d'ancienneté, vous allez devoir justifier ce licenciement. La règle de base, elle est la même. Maintenant, le motif sur le C4, c'est encore autre chose. Le motif sur le C4, il doit correspondre à la réalité des faits qui ont conduit au licenciement. Donc, effectivement, si vous avez moins de travail, ça peut être un motif de licenciement, mais vous allez devoir pouvoir le justifier si le travailleur le demande. Sinon, vous encourez éventuellement une sanction financière qui équivaut à 2 semaines de rémunération. Voilà. Donc, si, par exemple, vous avez un travailleur qui vous pose problème depuis des années et que vous pensez au licenciement parce qu'effectivement, il y a la crise du coronavirus et que vous indiquez sur le C4 manque de travail à la suite du coronavirus, vous allez de 1, devoir justifier ce manque de travail et de 2, éventuellement justifier pourquoi ce travailleur-là et pas un autre. Si c'est un travailleur qui est chez vous depuis 20 ans et que vous décidez de le licencier à la place du petit jeune qui vient d'arriver il y a 1 mois, vous allez devoir aussi le justifier. Donc les règles de base restent les mêmes. Pour le moment, il n'y a pas d'aide au niveau des. J'imagine que c'est une question liée aux aides, aux indemnités de rupture éventuelles, mais pour le moment, il n'y a pas encore de mesures prises dans ce cadre-là. Ok, merci. Nous n'avons pour le moment plus de questions. Donc, je vous propose qu'on embraye alors avec ma partie plus orientée RH et je regarderai alors le chat avant la conclusion et on répondra aux dernières questions s'il y en arrive.
Alors, chers clients, chers patrons de PME, chers responsables du personnel, effectivement, vous l'entendez, vous l'avez entendu dans différentes versions par mes collègues, mais on l'entend dans la presse, on l'entend partout. Il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y a demain et il y a la nouvelle normalité. Cette nouvelle normalité, on n'arrive encore pas tous à exactement la définir. On s'adapte aux nouveaux aléas, que ce soit le télétravail, que ce soit le manque de distance. Voilà, ici, on entend que vous êtes inquiet par certains travailleurs qui seraient moins concernés ou qui n'auraient pas compris, comme nous l'a dit très clairement Hélène, ce qui se passe pour le moment. Vous êtes effectivement tracassé par votre trésorerie, par votre activité qui reprend, qui ne reprend pas, ou qui, et nous le constatons chez beaucoup de nos clients, s'est également transformé. Votre métier de base est peut-être resté le même, mais vous avez soit développé une autre activité, développé une toute autre activité et vous avez créé en fait une entreprise dans votre entreprise. Aujourd'hui, vous avez beau être un expert de votre secteur, vous avez beau être un artisan aux mains d'or dans votre secteur de développement, un parfait gestionnaire d'entreprise, tout ça était déjà des qualités utiles dans le passé, mais depuis quelques années, on attend aussi d'un manager, d'un chef d'entreprise, d'avoir ces fameuses soft skills dont on entend parler partout, c'est-à-dire des compétences douces, en faisant une traduction purement littérale de l'anglais, c'est-à-dire d'avoir aussi des caractéristiques émotionnelles, psychologiques, empathiques, au-delà des performances de gestion financière, d'efficacité, de gestion, etc. Elles sont d'autant plus prégnantes, ces soft skills aujourd'hui, que nous n'avons plus la possibilité d'être à côté de notre travailleur, de le voir. Et comme vient de nous le conseiller Hélène, nous allons en plus être en partie cachés. Notre visage va être en partie caché par des masques dans certaines entreprises du début de la journée à la fin de la journée, ce qui va nous empêcher de pouvoir comprendre les expressions du visage de tout un chacun et donc notre expression non verbale va totalement disparaître dans ce qui va être temporairement à court, à moyen ou à long terme, je ne suis pas devin, la nouvelle normalité. En tant que manager, je vous conseille vraiment de revoir ce qui était jusqu'à présent votre leadership, votre façon de communiquer, votre façon de manager vos équipes. Avant le pré-Covid, et vous voyez ici sur le tableau qu'on a fait un avant et un après, tout le monde venait au bureau, moi aussi, jusqu'au 13 mars dernier. Toutes mes collaboratrices étaient dans le bureau juste à côté. Il y avait des gens à l'étage, on avait des visiteurs, des collègues consultants. Aujourd'hui, plus personne ne vient au bureau, à part quelqu'un pour relever de temps en temps le courrier, parce que la poste fonctionne toujours. Et vous êtes quasiment tous dans le cas. Ça vous demande une autre adaptation. Ça ne vous demande pas subitement de contacter 8 heures par jour vos collaborateurs, de devoir créer, comme dans certaines entreprises, mais où l'ambiance s'y prête, des jeux en ligne, des blind tests, des séquences de gym, etc. Ne soyez pas complexés par tout ce que l'on voit passer dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Ou en tant que manager, et à commencer par moi, je me dis, ouh là là, j'ai pas été très créative. Est-ce que j'aurais pas dû organiser tous ces trucs pour mes collaborateurs pour montrer que je suis le manager de demain? Ben, je crois pas. Je crois que si c'est vous, l'ambiance s'y prêtait et qu'il y avait déjà une ambiance un peu jouette et qu'elle continue par la distance, continuez à le faire et ça peut être vachement chouette. J'entends parler d'initiatives, ben voilà, de blind test chez certains de mes clients après la journée de travail. Certains font des échanges, des apéritifs virtuels, mais ne vous sentez pas obligé de le faire. Toutefois, gardez le contact avec vos collaborateurs. Un petit coup de téléphone, un SMS, un WhatsApp, une réunion d'équipe en ligne, comme vous l'aviez avant en live, faites-la en virtuel. Gardez le contact dans la normalité avec vos travailleurs, mais par écran interposé. À vous de lancer cette initiative. Ce n'est pas toujours le travailleur, évidemment, qui va vous dire « Cher patron, tu me manques, s'il te plaît, contacte-moi ». Alors, le travailleur, avant, ça, Jordan vous l'a déjà bien décrit. Oui, on a des horaires de travail. Certains ont des horaires qui ne sont ni flottants, ni flexibles, ni adaptés. Aujourd'hui, on attend de nos collaborateurs de atteindre l'objectif qu'on leur a fixé avec des résultats concrets. Mes collègues consultants RH seniors me disent toujours, tu sais, le présentéisme,
c'est-à-dire vouloir être au travail à tout prix, même si on est malade, par exemple, ou même si on est démotivé, il existait déjà avant le télétravail et le coronavirus. Ça veut dire que la motivation des travailleurs, elle était déjà bonne ou mauvaise avant, elle n'a pas foncièrement changé dans votre entreprise avec la nouvelle adaptation. Toutefois, se dire que quelqu'un qui peut faire son travail en 6 heures pendant cette période difficile, parce qu'il est plus concentré, parce qu'il n'est pas interrompu à son poste de travail, ne l'obligeait pas à montrer une connexion inutile de 8 heures, tout ça pour justifier que s'il était face à une pointeuse, il aurait presté ses 38 ou ses 40 heures. Dites-lui que l'objectif est atteint, tous les clients ont été contactés, par exemple, quel que soit le temps officiel de travail pendant lequel ce travailleur a été connecté. J'insiste bien, ceci n'est pas possible dans tous les secteurs et beaucoup d'entre vous ne sont pas non plus liés à la possibilité de faire du télétravail. Alors, on parlait du chef qui est à côté de ses collaborateurs ou parfois dans un bureau à part, mais qui est présent sur le même site et qui peut effectivement contrôler leur productivité. Moi aussi, il y a quelques années, quand SD Works m'a signalé que le télétravail devenait une mesure accessible à tous, j'ai failli faire un infarctus et j'ai dit à ma chef d'équipe, jamais nos collaboratrices, nous n'avons que des femmes dans notre équipe ici à Liège, jamais nos collaboratrices ne feront du télétravail, c'est pas possible dans le travail de conseiller client. Ça me paraissait en tant que manager irréaliste et effectivement, j'étais aussi dans le contrôle. Comment vérifier qu'elle ne s'occupe pas des enfants, qu'elle ne cuisine pas pendant les heures de travail, qu'elle ne se repose pas devant un petit film récréatif. J'étais dans cet état d'esprit parce que c'était simplement nouveau pour moi. Je ne l'avais jamais pratiqué à titre personnel. Je n'avais jamais travaillé dans des entreprises où cela était possible. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était finalement quelque chose d'appréciable que j'ai testé moi-même et que finalement, on le dit souvent, on travaille beaucoup plus en télétravail que l'on ne travaille lorsqu'on est au bureau. Tout simplement parce qu'on est déjà moins dérangé par les papotes, ma foi, très agréables, mais de la machine à café ou du collègue qui passe au bureau qu'on n'attendait pas et à qui on consacre quand même quelques minutes pour savoir comment il se passe, sans parler des convocations à toute occasion d'un collègue qui vient demander ceci, cela. N'oubliez pas que vos travailleurs sont très productifs en télétravail. Il suffit à vous de passer dans un mode de management qui est, et ça c'est la phrase suivante, un mode de confiance. Alors, entendez-moi bien, je ne suis pas pour Hare Krishna et je ne suis pas une adepte du bouddhisme. Je n'ai pas la naïveté de penser que tous les patrons de PME ou les managers comme moi sont à 1000% dans la confiance et qu'on est tous naïfs et que tout se passe bien, etc. À l'heure actuelle, quelle difficulté pour les collaborateurs qui travaillent de chez eux avec des enfants à charge, non pris en charge par l'autre conjoint, certainement pas par papy et mamie, encore moins par l'école. Toutefois, se dire que la confiance y est, la confiance, elle y est comment? Moi, simplement, en tant que manager chez SD Works, je reçois énormément de félicitations de clients qui me disent, Madame Grégoire, waouh, vos collaborateurs sont disponibles pour les salaires, pour le service juridique. J'ai encore eu Jordan hier au téléphone, etc. Et je me dis, ben voilà, mes collègues, je ne les vois pas physiquement, mais le client est satisfait, le client est content, il a été contacté et ce n'est pas parce que, par exemple, de façon digitale, je peux regarder dans Skype les périodes où sont connectés mes collègues ou pas. On peut tous être connectés sans travailler. Il suffit d'activer la souris de notre ordinateur pour être en vert. Qu'est-ce que vous savez que je fais derrière mon écran? Soyons honnêtes, soyons dans la confiance. Le retour de vos clients, pour moi, est un indicateur crucial pour signaler que vos collaborateurs font bien leur travail et sont accessibles et disponibles. Toutefois, je reviens sur le point précédent, le numérique est en plein essor. Le numérique est devenu indispensable pour moi maintenant dans le Covid-19, sauf peut-être dans les secteurs très industriels, très sidérurgiques, où là, effectivement, la production machine est un impératif. Toutefois, dans ces entreprises, il y a toujours un employé pour la comptabilité, un employé pour les finances ou les RH qui nécessitent d'être équipés en matériel digital. Je discutais la semaine passée avec une cliente qui gère un gros bureau d'assurance et qui me dit « Nous voyons notre chiffre d'affaires en chute ». Je ne suis pas dans le secteur de l'assurance, j'essaye de réfléchir de façon pragmatique et je me dis « Tiens, n'y a-t-il plus ou moins d'accidents de voiture ou de personnes qui achètent une nouvelle habitation, etc. » Et je lui pose la question.
Elle me signale qu'effectivement, avec l'endormissement de l'activité notamment immobilière, elle a des nouveaux contrats dans certaines branches moins importantes. Mais, me dit-elle, c'est parce que vous voyez, mes commerciaux ne savent pas aller en clientèle. Je dis, bah, écoutez, les nôtres non plus. Toutefois, regardez la facilité que nous avons ici, et nous sommes plus de 50 personnes en ligne pour le moment, à échanger des informations, à se voir, à pouvoir poser des questions. Qu'est-ce qui empêche un bureau d'assurance, et je le décline dans toutes les sociétés de services, à pouvoir faire une démonstration d'un outil, d'un contrat, d'une explication par écran interposé, et de pouvoir après s'envoyer par mail copie du contrat avec une signature digitale. Soyons aussi créatifs, remettons en cause les déplacements que nous avons tous faits jusqu'au 13 mars. Et Dieu sait que dans mon travail, j'en fais de parfois plus de 2 heures pour aller à une réunion inutile qui en dure 3/4 d'heure ou chez un client qui parfois a oublié que j'allais arriver ou qui, après une demi-heure, me fait comprendre que mon temps est écoulé, sachant que je remets évidemment 2 heures supplémentaires pour revenir de ce rendez-vous. Bah ici, en une demi-heure, on avait peut-être des choses très préparées, très précises à se dire. Le nouveau défi aussi, c'est ce nouveau mode de numérisation aussi dans vos relations avec la clientèle, comme vous allez le faire avec vos collaborateurs. Le dernier point, enfin, c'était oui, avant, tout le monde faisait un petit peu de tout, la polyvalence et autres. Maintenant, dans le post-Covid, on va mettre l'accent sur le travailleur en tant qu'individu. Chacun va effectivement devoir bien se connaître et s'adapter. Moi, j'ai une grosse équipe. Ce matin, j'étais en ligne avec ma chef d'équipe et nous avons listé toutes nos collaboratrices, pensant bien les connaître et en citant celles qui seraient les plus enclines à revenir rapidement au bureau. Et elle a posé la question à nos collaboratrices. En fait, c'est celles qu'on pensait qui n'avaient pas envie de revenir, qui veulent revenir et vice-versa. Et on s'est dit, oups, ça fait des années qu'on est manager, mais on a encore du boulot à apprendre pour les envies et les velléités de nos collaborateurs. Jordan, tu peux passer au slide suivant. Alors, effectivement, vous avez beaucoup de défis en tant que chef d'entreprise. Et l'idée ici, c'est vraiment, comme je le dis dans tous les webinaires que j'organise depuis des semaines, c'est de vous faire réfléchir à votre nouveau rôle parce que votre nouveau rôle de patron est complètement en train de changer. Des travailleurs motivés, clairement, ils travaillent mieux. Comment les motiver? Quelles sont les clés du succès? Comment les impliquer dans tous les changements? Qu'est-ce que c'est le changement aussi dans votre entreprise? Est-ce que ça a été, comme Hélène et Jordan l'ont signalé, une période que j'espère la plus temporaire possible, d'une mise en chômage temporaire de quelques collaborateurs? Ou est-ce que vous allez supprimer des équipes? Est-ce que vous allez changer vos lieux de travail? Est-ce que vous allez instaurer un télétravail de 2 jours obligatoire par semaine? Quelles sont les nouvelles règles que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise? Comment communiquez-vous à distance? Il est évident que si vous n'êtes pas à l'aise de vous montrer tel que vous êtes face à un écran ou que votre lieu d'habitation ne s'y prête pas, dans les nouvelles technologies, et nous ne l'avons fait aucune des trois, mais nous avons toute la possibilité de flouter ou de cacher l'arrière-plan dans lequel nous nous trouvons pour éviter de voir le petit de 6 ans qui fait son devoir de maths juste à côté ou le mari qui cherche dans la maison où est la planche à repasser et qui vient vous déranger en pleine conférence. Ça sent un peu le vécu, j'y étais presque. Mais c'est des choses qu'on apprend et on les a tous appris en même temps que vous. Comment les communiquer aussi à nos collaborateurs? Maintenir, supprimer ou affiner le télétravail après le Covid, ben vous l'avez vu, il y a 94% des travailleurs en télétravail actuellement qui demandent à l'employeur de le mettre en place. Je pense que c'est une vraie réflexion de société, notamment en termes de mobilité et de défis sur équilibre vie privée et vie professionnelle. Alors, pour conclure, nous avons avec SD résumé des belles clés tout aussi esthétiques les unes que les autres. Il y en a 6. Ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, mais ce sont des tuyaux sur lesquels vous pouvez vraiment vous poser et dire qu'est-ce que je peux en tant que patron changer dans mon entreprise. Ne pas oublier les résultats, certainement pas, et n'hésitez certainement pas à les mesurer. C'est d'autant plus important de les mesurer que vous êtes sur des sites séparés et que vous avez peut-être, dans certains cas, moins de contact avec votre clientèle. N'hésitez pas à associer les objectifs de l'entreprise aux objectifs personnels. J'ai eu beaucoup de questions dernièrement de chefs d'entreprise qui me parlaient du package salarial en me disant « Marielle, est-ce que maintenant je dois aussi rémunérer une partie de mon personnel en salaire variable? Et si oui, est-ce que je dois lier ces objectifs aux
aux résultats du marché et de l'entreprise? Mais bien sûr que oui. On est aussi dans l'individu, mais il y a aussi la réalité de l'entreprise où nous allons pouvoir, notamment par rapport à la satisfaction client, mesurer la prestation de vos collaborateurs au-delà que sur des simples tâches sur lesquelles nous les évaluions peut-être encore jusqu'il y a peu. Alors, personnaliser, oui, comment fonctionnent mes collaborateurs? Est-ce que je les connais? Est-ce que de temps en temps, je prends le temps ici en période de distanciation, même pas sociale, en distanciation professionnelle, de passer un petit coup de téléphone et de parler d'autre chose que du travail, que de ne faire que des réunions de travail. C'est l'occasion aussi de découvrir des collaborateurs qui ont envie de s'exprimer et qui sont peut-être très créatifs pour trouver des nouvelles initiatives, des nouvelles solutions, lorsque soit le travail va reprendre sur site dans votre entreprise classique, ou parce que cette période de télétravail conseillée par le gouvernement va durer encore des mois. Laissez-les s'exprimer, laissez-les partager avec vous leurs idées. Alors, mesurer, c'est de nouveau un petit peu la même chose. Qui fait partie de mon équipe? Je vous ai raconté l'anecdote avec mes propres collaboratrices. Je suis moi-même formatrice Insights, qui est une méthode de découverte des profils de personnalité. Et je me rends compte qu'à l'heure actuelle, un manager d'entreprise a une idée de qui il est, ne connaît pas toujours ses forces, n'a pas toujours envie d'avouer ses faiblesses, mais il y est confronté maintenant parce qu'il n'est plus dans son bureau avec sous la main toute l'organisation qu'il a toujours connue jusque-là. Il y a d'autres demandes, et mes collègues l'ont cité, notamment Hélène, d'autres demandes des collaborateurs, soit des demandes purement émotionnelles sur la peur de recommencer à travailler, soit d'autres qui vont demander une adaptation de leur temps de travail ou qui vont se rendre compte que finalement leur travail a un sens ou n'en a plus et vont demander des nouvelles choses. Nous vous encourageons aussi, si vous recommencez une activité plus ou moins normale dans les semaines qui viennent, à organiser, pourquoi pas, une enquête sur la satisfaction de vos collaborateurs. Osez leur demander leur niveau de motivation, la façon dont ils ont vécu la période qu'on vient de traverser, comment vous-même, en tant que manager et chef d'entreprise, vous l'avez géré, comment ils se sont sentis engagés dans l'entreprise et quelle est leur motivation au moment de reprendre le travail. C'est l'occasion aussi d'y glisser quelques questions sur notamment peut-être les peurs qu'a cité Hélène de Mensura sur cette pandémie où chacun réagit de façon totalement différente. Jordan est venu plusieurs fois sur la 4e clé, la répartition du travail. Effectivement, notre partenaire ProTime vous encourage aussi à pouvoir monitorer à distance les congés, le temps de travail et autres. C'est effectivement le moment de mettre en place des outils pour pouvoir gérer votre entreprise de façon beaucoup plus digitale. En Wallonie, la PME n'était pas toujours passée par ce stade pour des raisons historiques, des raisons d'organisation, parfois des raisons de secteur. Aujourd'hui, je pense que beaucoup sont en train de soit se féliciter de l'avoir déjà implémenté avant et vont continuer à avancer dans cette gestion digitale du personnel, en tout cas pour les secteurs des services. Les 2 dernières clés, on l'a signalé, c'est effectivement de travailler en management by objectif, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire de fixer des objectifs clairs à vos collaborateurs. Si votre service n'exige pas une présence, par exemple, de 8 à 5 heures, comme chez SD Works, pour répondre à nos clients, et que votre collaborateur est un graphiste, par exemple, ou est un développeur informatique, ou est un dessinateur, est-ce qu'il est utile que cette personne soit tout le temps présente dans les heures classiques pendant lesquelles elle se rendait dans votre travail? Si cette personne a plus facile pendant la journée de s'occuper de sa famille et de travailler tard le soir ou très tôt le matin, mais l'objectif est de rendre le projet X pour une date Y chez le client Z. Si l'objectif est atteint, quelle que soit la façon dont l'objectif a été atteint, dans le respect évidemment des mesures assurance et autres, laissez vos travailleurs aussi s'adapter à un autre rythme de travail si l'objectif dans leur tête est bien clair. Donc, patron, patronne, DRH, communiquez clairement les objectifs que vous attendez de vos collaborateurs. Si vous êtes une entreprise où il n'y avait pas ce type de réflexion avant le corona, il est grand temps maintenant de vous poser, et nous pouvons tout à fait vous aider dans ce type de démarche,
à fixer des objectifs clairs. Les travailleurs ont besoin de savoir qu'ils sont encore rattachés à votre entreprise, qu'il y a des objectifs que vous attendez de leur part et qu'il y a en plus peut-être une nouvelle petite liberté pour lesquelles ils peuvent adapter certaines choses, notamment le temps de travail. Et nous revenons sur le nerf de la guerre. Jordan en a parlé dans des cas parfois plus extrêmes. On a parlé tout à l'heure de licenciement. Hélène l'a certainement doublement signalé dans la prise en charge de la sécurité et de la prévention. C'est la communication. Alors, je ne doute pas, chers clients, chères clientes, que vous êtes tous dotés d'un sens de la communication. Ce n'est pas toujours notre point fort en tant que patron, en tant que manager. Nous devons aussi connaître là où on est bon en communication, là où on n'est pas bon, là où effectivement on la faisait de la façon formelle. Maintenant, il faut l'intégrer dans la façon informelle. Est-ce qu'il est parfois utile de se réunir en digital via une conférence avec 15 collaborateurs, sachant que 13 vont se réfugier derrière leur écran en prétextant qu'ils ne savent pas comment utiliser la caméra parce qu'ils ne souhaitent pas être vus? Et nous l'avons tous fait dans des réunions où nous nous ennuyons et où nous sommes ravis de nous cacher derrière notre initiale de prénom et de nom pour ne pas intervenir, plutôt que d'être à 3 ou 4 et d'encourager tout le monde à participer et à se demander de façon informelle comment vas-tu, comment ça se passe, etc. Recréons du lien. Et quoi qu'on en pense, même le digital nous permet de recréer du lien, mais il faut l'adapter de façon assez personnelle. Donc, tous ces défis-là, on vous les met sur la table. Attention, ne paniquez pas, ne vous sentez pas ou prêt ou pas prêt du tout, ou comme me l'a dit une cliente la semaine passée, Madame Grégoire, je me sens devant une montagne, je ne sais pas du tout comment je dois faire. Je dis attendez, personne ne démarre d'une route toute plate et n'escalade pas une montagne du premier coup. Mettez-vous vous-même en tant que patron des petits objectifs et si les premiers sont de contrôler certainement la santé financière de votre entreprise, comme Jordan vous l'a conseillé, et d'autant de vérifier la sécurité pour la reprise au travail, comme vous l'a conseillé Hélène, commencez par ça. Et puis après, vous pourrez soigner vos objectifs, vos résultats, votre management et votre communication. Voilà, je pense qu'on a déjà balayé pas mal de points avec mes deux collègues. Voilà, on avait posé quelques questions. Je n'en ai pas dans le chat. Je ne sais pas si Jordan, Hélène, vous souhaitez encore ajouter quelque chose? Pour ma part, non. Non plus. Enfin, petite chose quand même. C'est vrai que dans le fait d'avoir 3 intervenants avec des environs différents, c'est vraiment très, très complémentaire, je trouve. Et donc, c'est vraiment un plus, je pense. Je ne sais pas si vos clients sont d'accord avec ça, mais c'est vraiment un plus. Écoutez, j'en ai quelques-uns qui nous remercient, qui me disent merci pour vos informations et vos conseils. Donc, j'espère, Jordan, Hélène, qu'on a en tout cas répondu à une partie. C'était très intéressant parce qu'effectivement, Jordan et moi travaillons chez SD Works, mais pas du tout dans les mêmes environnements ni dans la même organisation. Hélène, on ne te connaissait pas jusqu'il y a peu. On est vraiment venu ici en complémentaire. Je pense que c'est très utile et je remercie d'ailleurs nos clients qui font l'effort de se connecter et de venir se renseigner pour être aussi des patrons de PME responsables. Alors, je vois encore des petits commentaires. Je profite vite avant qu'on ne se déconnecte de les lire. On a des remerciements de toutes parts, des félicitations. Ben voilà, on est boosté. Merci, merci pour votre bonne communication. On prend. Ce qu'on vous conseille. Hélène, Jordan, nous retrouvons demain à 11 h pour une nouvelle session avec un nouveau groupe de clients. Merci à toutes les deux. Bonne fin d'après-midi à toutes les deux. À vous aussi. Merci à tous nos clients. Bonne fin d'après-midi à tous et n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre si vous avez des questions plus spécifiques et plus confidentielles sur les réalités propres à vos entreprises. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.